Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de notre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZE Télévision baptisée Info Hebdo. La campagne électorale est ouverte depuis ce vendredi à 0h en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19 qui secoue toute la planète Terre. Cette campagne sera exclusivement médiatique au Bénin. Nous en parlons ce matin sur EZE Télévision. 3 invités sont déjà installés à cet effet sur ce plateau. Il s'agit de Gilles-Christ Tchidi, il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Justin Ouessousonon, web activiste, analyste politique également. Le troisième invité qu'on ne présente plus sur le plateau d'émission d'Info Hebdo est Joseph Perzoanago, directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. Avec eux, si le temps nous le permet, nous aborderons la reprise des classes et des activités économiques qui est prévue pour le 11 mai prochain avec l'exigence du port de masque qui est devenu obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Bienvenue à tous, bonjour. On se retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzoanago. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de EZE TV. Merci d'être toujours des nôtres sur Info Hebdo. Vous êtes face à Justin Ouessousonon. Bonjour à vous. Bonjour cher Kader, je dis bonjour aux internautes des EZE TV. L'occasion est pour moi de dire bonjour au PDG des EZE TV qui nous a accordé cette opportunité. Vous êtes face à Gilles-Christ Tchidi, journaliste et analyste politique. Bonjour à vous Gilles-Christ. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Alors Joseph Perzoanago, vous êtes professionnel des médias. La campagne électorale de cette année, est-ce que sera exclusivement médiatique? Dites-nous en tant que journaliste, quels sont les sentiments qui vous animent malgré la particularité du coronavirus qui a engendré le fait que cette campagne soit exclusivement médiatique? Merci cher confrère, je m'en vais tout de go dire que c'est un sentiment de déception, véritablement en tant que professionnel des médias. Nous allons rester impuissants face à un événement que nous aurions tout donné pour couvrir, d'autant que oui. D'autant qu'aujourd'hui, on ne peut concevoir une campagne électorale, surtout médiatique, dit-on, sans compter parmi les éléments ou les outils à mettre en exergue la presse écrite. La presse écrite reste aussi un support médiatique, comme d'ailleurs les autres supports classiques des médias. Et donc, cela me crée de la déception. L'autre déception aussi, c'est de vivre une campagne électorale dite médiatique, dans la mesure où, aujourd'hui, aux confins de nos contrées, on ne pourra malheureusement pas vivre ces campagnes comme ça a toujours été le cas jusque-là. Et donc, c'est autant de déception que moi j'éprouve face à cette situation. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est l'impossibilité que nous avons au niveau de certains médias de ne pouvoir prendre part à ces instants festifs. À ces instants festifs. Justin Ouessousonon, vous êtes web activiste, vous êtes chroniqueur politique. Dites-nous, comment vivez-vous cette campagne électorale exclusivement médiatique? Oui, monsieur Kader, vous savez, face aux situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Et je me suis dit, c'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé pour prévenir la propagation de coronavirus, le gouvernement a décidé que la campagne électorale soit médiatisée. Mais je constate quelque chose que je déplore, comme vient de le dire mon vis-à-vis. Vous savez, nous connaissons tous les fondements basiques des médias. La presse éveille les consciences, dénonce les irrégularités, informe et sensibilise le peuple. Lorsque, à l'occasion d'un événement du genre, l'élection communale, la gestion de la cité à la base, on veut élire les maires, les élus communaux, conformément aux dispositions prévues dans la Constitution. Et on empêche une catégorie de professionnels de médias d'en parler. C'est en quelque sorte interdit à la presse de jouer son rôle. Parce que... Mais vous êtes beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui, vous savez, les médias digitaux sont en avance sur les médias classiques.
Et est-ce que Alors, sur la toile, comment ça se passe, cette campagne? Est-ce qu'on veut faire profiter les médias digitaux au détriment des médias classiques? Ça, c'est là ma question. Parce que ma question, c'est de savoir comment vous passez, comment vous vivez, vous, en tant que web activiste, cette campagne sur les médias. Parce que vous êtes en ligne, vous êtes sur les réseaux sociaux, la presse écrite, c'est la presse écrite. Joseph Nagua a déploré tout à l'heure. Mais vous, en tant que web activiste, comment sur la toile, comment vous vivez cet instant de campagne électorale? Non, nous sommes déjà des habitués de la toile. Nous travaillons, nous informons à plein temps la population. Normalement, nous devons nous en réjouir. Mais on dit que lorsque la maison de ton voisin a pris feu, il ne faut pas s'en réjouir. Il faut compatir. Nous sommes dans cet état de compassion. Un regard compatissant envers les professionnels des médias de la presse écrite. Oui, parce qu'on ne peut pas empêcher aux professionnels des médias de jouer leur rôle en cette faveur électorale. Merci à vous, Joseph. Justin Oussounou, on vous aura compris, même si la question était de savoir comment, sur la toile, la campagne médiatique est vécue. Je crois peut-être que Jiskiri Chidi, qui est journaliste également et qui anime également un blog sur la toile, peut-être peut donner la réponse à cette question. Bon, je travaille avec des sites d'information, donc des médias. Je ne suis pas web activiste comme Justin Oussounou, mais vous savez, avec la technologie et puis les nouvelles donnes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le ministère de la communication, même le ministère de l'économie numérique, ne peuvent pas prétendre contrôler avec, on va dire, les moyens qui sont les leurs aujourd'hui, tout ce qui se fait sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc, la campagne électorale, qu'on le veuille ou pas, doit s'animer beaucoup plus sur la toile. Donc, les web activistes et même les journalistes qui exercent en ligne sont beaucoup plus, on va dire, aptes aujourd'hui à animer ce qu'on appelle la campagne électorale. Alors, la campagne telle qu'elle doit se dérouler de façon officielle, ce n'est pas une animation de la campagne. Ça existait sur le service public, on l'a dit sur ce plateau. C'est-à-dire que les partis politiques avaient toujours la possibilité de faire enregistrer ou d'enregistrer leurs déclarations à la télévision nationale, à la radio nationale. Et c'est ça qu'on a généralisé maintenant. Le problème après, c'est que les gens ne seront pas forcément captivés à écouter une seule personne parler pendant 10 minutes. Ça n'intéressera personne. Oui. Et l'autre revers aussi, et vous allez certainement avoir la confirmation avec les autres. Moi, je suis un produit de la télévision au Bénin. Alors, il est arrivé que déjà, nous sommes à l'entame de la campagne. À l'entame, oui. Voilà. Il y a des candidats qui se sont amenés dans des chaînes de télévision, qui sont allés faire enregistrer leurs déclarations et qui ne savaient quoi dire. C'est-à-dire qu'ils sont allés à la télé, on les a fait asseoir et ils se rendent compte qu'ils doivent parler seuls devant la caméra, convaincre. Ils n'ont rien préparé. Et donc des gens qui sont candidats qui n'ont aucun projet. Donc ce sont les revers. Est-ce que les gens vont être captivés par ça? On verra, on va analyser. Mais je crois que les web activistes ont beaucoup plus la main aujourd'hui pour travailler. Donc, c'est beaucoup plus ils ne devraient pas, une joie pour eux, ils ne devraient pas se plaindre d'ailleurs. Voilà, eux, ils ne doivent pas se plaindre. Alors, dites-nous, Joseph Perzonago, directeur de publication, dites-nous, en tant qu'analyste politique, chroniqueur politique également, quelle devait être la typologie des messages qui devaient être diffusés des candidats vers les populations? Sans nul doute. Et de mon point de vue... Est-ce que nous devons rester dans des messages à la point finir sur une thématique, ou bien on doit parler beaucoup plus de développement, de la conception de développement de la dite commune dans laquelle on est positionné? Oui, ben, le développement est holistique. Hein. Ça embrasse beaucoup de domaines. Et donc, partant de là, moi je me dis que si les candidats aux élections communales et municipales veulent bien innover ou rester dans les règles qui devraient être les leurs, je les vois plutôt ça accentuer leur discours ou leur démarche sur des thématiques qui concernent réellement le développement à la base. Il s'agit ici d'élections de proximité. Ils sont censés mieux connaître les réalités de leur terroir, de leur environnement, de leur commune et que sais-je encore, mieux que quiconque. Et donc, c'est le moment pour eux, n'est-ce pas, de pouvoir le dire et l'exposer à leurs électeurs. Je ne vois pas ces élections dans une posture de « je sais tout, je connais tout ». C'est
comme souvent le font nos politiques lorsqu'il s'agit des élections présidentielles ou législatives à la limite. Ici, ça agira, par exemple, d'appeler un chat parce qu'on maîtrise les détails du terroir. Et donc, ceux qui vont accentuer leur discours sur ces éléments vont beaucoup plus atteindre leurs électeurs. C'est mon point de vue. Mais ce qu'on constate, il y a un discours généraliste qui accourt parce que très tôt déjà, à l'entame de cette campagne, moi j'ai suivi certains candidats sur des médias audio pour l'heure et je me dis, ils font dans du généralisme. Est-ce que c'est de ça que les populations à la base ont besoin? C'est toute la question. C'est toute la question. Alors, Justin Wessou-Solon, sur la toile, on voit des affiches à n'en point fini, on voit dans toutes leurs conceptions les plus agréables à la vue comme les plus désagréables à la vue également. Dites-nous, vous, en tant que web-activiste, quelle lecture faites-vous sur les différents messages, que ce soit audio, visuel, vidéo, qui sont diffusés sur la toile en vue de mettre en valeur beaucoup plus les potentialités de tel ou tel autre candidat? Monsieur Kader, je vais vous étonner un peu sur votre plateau aujourd'hui. Je ne suis pas ici en tant que web activiste, mais je suis là en tant que citoyen béninois. Et mes analyses seront plus objectives qu'analyses politiques ou web activistes. Vous savez, en me référant aux dispositions de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin, organisation et fonctionnement des communes en République du Bénin, qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions constaté que les élus antérieurs ne maîtrisent pas les textes qui régissent la norme des choses, le fonctionnement des communes. Et c'est ça qui a fait que, bon, on a senti des détournements des fonds FADEC passer par là, parce que les gens ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, nous voudrions profiter de cet événement, de cet incident de coronavirus pour aller vite en besogne. Quel genre d'élus communaux nous voudrions choisir? La population doit quand même écouter et être convaincue par le candidat de son choix. Aujourd'hui, il n'y a plus de contact physique avec les électeurs. C'est les médias qui doivent jouer ce rôle-là. Les médias qui doivent jouer ce rôle, est-ce que le citoyen lambda sera informé? Est-ce que le candidat pourra dire quand même son projet de ville à ces citoyens-là? Moi, j'ai des inquiétudes à ce niveau. Nous voudrions prôner le développement à l'ère du régime du nouveau départ. Et il ne faudrait pas que tout soit phagocyté et qu'à la dernière minute, nous allons nous retrouver tous le dos au mur. Parce que l'expérience a démontré que les élus communaux qui sont en train de terminer leur mandat, si par endroit les gens ont fait des scientures ou bien les trucs où on a interpellé, la criette a interpellé des élus par endroit, il faudrait que les gens prennent conscience de ces impairs-là pour faire un bon choix. Vous appelez à une prise de conscience. À une prise de conscience. La presse qui joue un rôle de conscientisation. Quand je vois, moi j'insiste là-dessus, quand je vois une catégorie d'organes de presse interdit de publier, de jouer son rôle en cette campagne dite médiatique. Je pense que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a sûrement ses raisons, les raisons qui ont motivé cette prise de décision. C'est l'autorité en charge de régulation des médias. Nous sommes là ce matin pour parler un peu beaucoup plus sur la campagne électorale, pas pour revenir sur les dispositions qui sont prises. Gilles Christidi, nous allons évoluer un peu dans le débat. Nous parlons beaucoup plus de la campagne électorale, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi, des vidéos, des flyers et bien d'autres. Dites-nous, est-ce que ces messages revêtent véritablement la vision des candidats? Ou bien il s'agit juste d'affiches juste pour vanter peut-être la participation de tel ou tel autre candidat aux dites élections? Bon, vous savez, les différentes affiches que vous voyez certainement, vous avez certainement dû en voir de toutes les couleurs, de tous les types possibles. Vous avez bien fait de dire tout à l'heure des affiches les plus agréables et les plus désagréables. On en a vu au point où moi, j'ai même écrit sur ma page qu'il y a des graphistes, franchement, qui sont à condamner, de par ce que je vois de part et d'autre. Parce que on est en train de dévaloriser ce métier. Vous savez, le graphisme, ça s'apprend. Un peu comme le journalisme d'ailleurs, la réalisation. Tout ce que l'on fait dans l'audiovisuel, ça s'apprend. Et donc, on a constaté que des gens bafouent. Mais pourquoi?
Parce que justement, il se fait que des gens qui n'avaient peut-être jamais rêvé être candidats sur une liste se retrouvent être candidats. Et on peut dire que c'est l'une des répercussions de la réforme du système partisan. Parce qu'après cette réforme, il se fait que pour aller au communal, au municipal, au local, les partis politiques ont l'obligation de positionner des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Ça fait qu'il y a parfois des jeunes, comme vous et moi, qui n'ont aucune vision politique, aucune ambition pour leur localité, qui se retrouvent positionnés. Et donc, après, vous voyez leurs affiches. Vous voyez parfois des gens qui sont positionnés suppléants du 3e titulaire de la liste, qui font des affiches comme s'ils étaient tête de liste. Pourquoi? Parce que, peut-être ils sont étudiants en 3e année, etc. Ils ont 18 ans. On les a positionnés sur une telle liste. Ils font des affiches alors qu'ils n'ont aucune ambition, aucun rêve pour leur localité. Ça explique, se fait voir. Voilà, ça explique certainement ces différents messages. L'autre revers, c'est que, en parlant tout à l'heure des inquiétudes de Justin Wessossono, en se demandant, est-ce que les candidats ont la possibilité de se faire entendre? N'oubliez pas que les autorités en charge de l'organisation de cette élection ont dit, si vous réussissez à prouver que vous êtes candidat dans votre localité, je suppose que vous êtes à Cotonou, et que vous travaillez à Cotonou, alors que vous êtes candidat à Nati Tengou, par exemple. On a dit, malgré le cordon sanitaire, si vous avez réussi à prouver que vous êtes candidat, on vous autorise à aller à Nati Tengou. Alors qu'on a dit auparavant que la campagne est essentiellement médiatique. Cela signifie que, normalement, si on devait s'en tenir à là, vous n'avez pas besoin de descendre dans votre localité. Il suffit que le parti politique s'appuie sur ceux qui peuvent parler là-bas pour justement se faire entendre. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que d'une manière ou d'une autre, les acteurs politiques ont la possibilité effectivement de se faire entendre, quelles que soient les dispositions qui ont été prises. Et j'en veux pour preuve le fait que le gouvernement ait autorisé, par exemple, les regroupements de personnes au plus à 10. Ça fait que les candidats ont la possibilité d'aller faire des porte-à-porte. Personne ne va leur interdire cela. Donc, les inquiétudes à ce niveau-là ne mériteraient pas vraiment. C'est que les acteurs politiques ont tous les moyens possibles. Regardez avec l'actualité sanitaire. Le coronavirus, le Covid-19, il y a des formations politiques, presque toutes les formations politiques prétextent de cette maladie, veulent aller faire des dons de gel hydroalcoolique, de masques chirurgicaux, etc., profitent de ça pour aller faire des porte-à-porte. Mais vous savez, en tant qu'observateur politique, qu'une fois sur le terrain, ces acteurs politiques profiteront certainement pour faire passer leur message. Donc, qu'on le veuille ou pas, la campagne va s'animer sur le terrain, même si on sait que la HAC pas des canaux officieux également. Voilà, même si la HAC ne peut pas contrôler ça, ça aura lieu. De toutes les façons, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, et certainement en tant que citoyen ou web activiste, vous aussi et moi et tout le monde, on va observer et on tirera les conclusions. Voilà. Alors, une question que j'aimerais bien poser à Joseph Perzanango, mais j'aimerais quand même recueillir votre avis par rapport à cela. Dites-nous, Gilles Christidi, est-ce que vous pensez que les messages qui seront diffusés sur les radios-télévisions, sur les radios également, que ce soit communautaires et autres, est-ce que ces messages impacteront véritablement les électeurs, pour être beaucoup plus direct? Vous voyez, c'est une vraie préoccupation, ça. Et lorsque vous voyez la forme, je reste un peu sceptique. C'est-à-dire que la forme de ces messages, il s'agit d'un message magistral. Le candidat vient et parle. Quand c'est comme ça, moi, déjà à mon niveau, je ne trouve aucun attrait à capter ma télé et à écouter une seule personne me parler pendant 10 minutes, le seul. Et dans la plupart des cas, c'est des déclarations qu'ils viennent lire. Or, nous savons que ces acteurs politiques-là, généralement, parfois, ils vont faire du copier-coller, ils viennent parler pour parler. C'est des messages donc, rédigés. Voilà, c'est des messages rédigés. Et donc, ces acteurs politiques, je ne sais pas si vraiment ils vont pouvoir convaincre. Mais il y a des radios communautaires sur lesquelles, par exemple, ces candidats devront enregistrer dans les langues locales. Peut-être que les paysans, les gens qui sont dans des milieux reculés, qui n'ont pas vraiment de querelles politiques, politiciennes, que les intellectuels se livrent là, peut-être qu'ils vont se montrer intéressés. Vous savez, ailleurs, les médias jouent beaucoup dans le choix des populations. Ailleurs, même si la campagne se mène sur le terrain, etc., il suffit qu'un organe de presse audiovisuelle ou presse écrite, fasse un titre sur un candidat et ça peut basculer. Ça peut faire même que ce candidat n'ira pas au bout. Vous vous rappelez la présidentielle 2017 avec François Fillon, je l'ai rappelé sur ce plateau. Tout à fait. Et donc, c'est pour dire que
peut-être que c'est une occasion pour les populations béninoises Sûrement que la haute voir autorité si de l'audiovisuel les a pris médias... cette disposition parce que, étant donné que les partis politiques n'ont pas l'accès à organiser des meetings et d'autres canaux de campagne, et que au niveau de l'accès aux médias également, des partis politiques ont évoqué le fait qu'ils n'ont pas les moyens pour avoir tout accès sur le plan, en toute égalité sur le plan des médias. Peut-être la haute autorité a peut-être pris cette décision, peut-être pour rétablir peut-être l'équité. Oui, vous savez que sur ce principe-là, le principe qui voudrait que tous les partis politiques aient le même temps d'antenne sans que un parti politique qui a les moyens n'ait la possibilité de s'entendre avec un organe de presse, moi je suis contre ça. Parce que nous sommes encore une fois sur le champ politique et c'est d'abord et avant tout un rapport de force. Pourquoi voudrez-vous que parti X, qui a la possibilité de venir à Esaü TV, même si Esaü TV était un média classique, pour dire, moi, je voudrais, en dehors des temps d'antenne, que vous puissiez me prendre en entretien. Parce que les grands rendez-vous qui intéresseraient les électeurs, c'est lorsqu'un candidat a la capacité de répondre aux questions d'un journaliste sans préparer une fiche. Mais lorsque vous donnez la possibilité au candidat de venir lire une fiche, il ne convaincra personne. Il ne convaincra personne. Alors, voilà. Sur cette personne, la même question, est-ce que vous pensez que les messages qui seront diffusés par radio, par télévision, est-ce que ces messages sont en mesure de convaincre les électeurs et d'impacter véritablement les électeurs pour qu'on puisse ressentir cela le jour du vote? Je vois cette problématique sous deux angles. Oui. Le premier angle, mon confrère l'a évoqué tantôt, ce n'est pas évident que cela puisse véritablement convaincre ni impacter directement les récepteurs, c'est-à-dire les candidats, enfin du moins les populations. L'autre angle, de mon point de vue, est l'atteinte réelle des cibles. Là, il y a un problème. Je ne voudrais pas digresser, mais je voudrais dire que à la date d'aujourd'hui, quand on observe un peu la couverture médiatique, télévisuelle, tout ce qu'on veut, parce qu'on veut parler de médias, les médias ne sont pas que télévision ni radio. C'est-à-dire les médias aujourd'hui, c'est les terminaux que nous avons. Les smartphones constituent aussi des supports médias et tout ce qu'on veut, les plateformes. Donc, bref, moi je me dis aujourd'hui, quand on regarde la population béninoise, qui ne se limite pas à Cotonou, ni à Porto-Novo, ni à Parakou, je suis en droit de me dire que l'impact dont vous parlez tantôt, mon cher confrère, ne sera pas réel dans la mesure où mes oncles qui sont peut-être à Matéri ou ceux qui sont à Paubert derrière Equinley et autres ne pourront pas être atteints par la même force parce que ne possédant pas des récepteurs comme certains l'imaginent en ce moment. Ceci étant, parce que vous aviez évoqué la question de l'impact, l'impact ne sera pas véritablement réel dans la mesure où déjà le contexte ne se prête pas à la joie que véhicule une élection. Qu'on ne le veuille pas, ça véhicule une certaine joie, une certaine... Et le coronavirus nous a contraints à cela. Et je suis tout à fait d'accord, mais c'est évoquant précisément parce que sur ce même plateau, moi j'avais dit, est-ce qu'on était obligé de tenir véritablement ces élections à cette date-là? Bon, puisqu'on en est là aujourd'hui, je me dis, l'intérêt pour ces élections, de mon point de vue, se retrouve diminué du fait de l'environnement ou du contexte que nous traversons. Et donc, par conséquent, cela va forcément impacter sur l'absence d'impact. Pour me répéter. Justin Wessou-Sonon, nous sommes là pour décrypter l'actualité politique nationale de la semaine. Et cette semaine également, nous avons eu à constater que sur les médias nationaux, comme ceux, les médias traditionnels, comme ceux des nouveaux médias, les réseaux sociaux, on a constaté qu'il y a eu un zoom qui a été fait par les confrères sur les candidats positionnés par le parti politique Union démocratique pour le Nouveau. Dites-nous en tant que web activiste, comment avez-vous perçu cela, comment avez-vous analysé tout ceci? D'abord, c'est une fierté pour moi de constater l'engagement politique, la détermination de cette dame Claudine Prudencio, qui a décidé de valoriser les femmes béninoises. Vous savez, quand je vois Beneza Bhutto, Bhutto du Pakistan, qui a été abattu et assassiné en pleine campagne électorale, quand je vois Tipi Livini en Israël,
Voilà des femmes engagées. Et je trouve Dame Prudencio, dans cette posture, qui a décidé quand même de valoriser les femmes. C'est pas facile. Si les hommes politiques, les leaders politiques ont patiné en cette période de réforme politique au Bénin et que cette dame a prouvé sa détermination jusqu'à obtenir le sésame définitif pour son parti, à passer toutes les étapes à la Sénat, je pense qu'elle n'a besoin que du soutien des femmes pour qu'on finisse avec les positionnements des femmes dans les instants de décision. Aujourd'hui, Dame Claudine Prudencio a joué le grand rôle et elle a besoin certainement de l'attachement, du soutien de ses sœurs pour relever ce défi. Chaque fois et toutes les fois, on dit que les femmes sont recalées à l'arrière-plan. Si cette dame a su jouer ce rôle à cette époque que nous connaissons, parce que ce n'est plus un secret de polichinelle, que ce n'est pas qui veut, qui devient acteur politique au Bénin à l'heure du nouveau départ. Il faut quand même avoir les coudées doubles pour s'afficher politiquement. Et Dame Claudine Prudencio l'a fait vraiment, je la tire chapeau. Vous lui tirez chapeau. Alors, Joseph Perzonnago, j'ai lu à la une de votre journal, pas plus de 2 fois déjà au cours de cette semaine, Claudine Prudencio, il y a eu une place de choix qui a été accordée sur la liste de l'UDBN pour les jeunes. Il y a eu un positionnement assez considérable des femmes. Dites-nous, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette analyse-là? À la base de quel élément vous avez fait ces analyses-là dans votre quotidien tout au long de cette semaine? Il faut avouer que j'ai observé un peu ce que les uns et les autres ont exposé, c'est-à-dire comme atout. Et je me suis rendu compte, sans fausse modestie, il faut le reconnaître, que au niveau de l'UDBN, une place de choix, effectivement, a été consacrée aussi bien aux jeunes qu'aux femmes. C'est important. Et mieux, et selon mes petites investigations, j'en suis arrivé à la conclusion que, et ça, quelques indiscrétions aussi m'ont permis d'avoir cette information, comme quoi près de 80% des candidats, pratiquement 80% des candidats, sont soit des jeunes, soit des femmes, sur la liste globale de l'Union démocratique pour les nouveaux. Il faut pouvoir le faire. Et là, franchement, j'ai observé les autres partis. Je n'ai pas l'équivalent de cet effort qu'a consenti ce parti. Et donc, moi, je dis ceci, s'il y a un mérite, il faut pouvoir le reconnaître à celle qui a managé tout cela. C'est une bonne chose. Et je voudrais, c'est le moindre mal que je pourrais souhaiter à ces partis qui ont à cœur, n'est-ce pas, de valoriser aussi bien les jeunes que les femmes. Le moindre mal que je pourrais leur souhaiter, c'est d'aller plus en avant et de pouvoir franchir le cap. Alors, avant de passer au dernier sujet qui nous réunit ce matin, Gilles Christidi, dites-nous, nous parlons, puisque tout à l'heure, je ne vais pas quand même ne pas évoquer vos impressions par rapport à ce sujet. Justin Rousseau a parlé de Claudine Prudencio. Il y a également le nom qui a été évoqué en filigrane par Joseph Perzonnago. Dites-nous, quelle perception avez-vous de cette dame qui a pu quand même amener le parti loin aux endroits où même des hommes les plus avertis en politique ont eu à échouer? Bon, vous savez, tout comme les autres responsables politiques, je crois que d'une manière ou d'une autre, elle est à saluer globalement. Vous voyez, lorsque vous voyez un peu pour ces élections-là, moi je voudrais aller un peu au-delà. Il y a que dans la plupart des cas, les partis politiques sont allés chercher, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Entre-temps, lorsque par exemple vous voyez un parti politique qui n'a que une liste à, je ne sais pas, dans la 13e circonscription, dans la 15e et 16e circonscription uniquement, parce que le parti n'est sûr que d'avoir des voix à ce niveau, le parti est très sûr d'aller chercher de vrais animaux politiques. Mais aujourd'hui, tous les partis politiques ont l'obligation d'aligner des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Conséquence, il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeunes, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Et donc, c'est à l'actif peut-être de la réforme du système partisan, mais je crois que c'est l'arrivée qui compte beaucoup. Vous voyez, dans la 6e circonscription, là, où l'UDBN a de gros enjeux, il y a l'Union progressiste, il y a le Bloc républicain, qui vont se jouer la mairie de Calavi. Nous allons voir
à l'issue de ces également les élections. forces pour Bénin émergents Oui, bien sûr. qui sont avec, également là. Il y a également l'Union démocratique pour Bénin Nouveau qui, ouais, quand oui, même, revendique une certaine assise. C'est pour ça que je dis que ça sera un combat de gladiateurs avec le maire Georges Bada de l'UP qui a envie quand même de revenir à la mairie. Vous voyez Patrice Oussou-Guédin du Bière qui veut revenir à la mairie. Claudine Prudential qui rêve quand même elle voudrait aussi être maire de la municipalité. Donc ça va être un grand combat. Encore une fois, rien n'est gagné d'avance. On verra. Nous allons suivre de très près le déroulement de cette campagne électorale et de ce processus électoral. Chers amis internautes, soyez fidèles au programme 2 Télévision qui seront davantage plus garnis, plus fournis pour vous servir du meilleur. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est la reprise des classes et des activités économiques pour le 11 mai prochain. Dites-nous, Joseph Perzouanago, en tant que directeur de publication du quotidien La Dépêche et également en tant qu'analyste politique, en tant que père de famille, dites-nous quelle appréciation faites-vous de cette décision gouvernementale qui vise quand même à permettre aux populations de pouvoir vivre, de pouvoir souffler un peu, même s'il y a la crise sanitaire du Covid-19, en respectant bien évidemment les gestes barrières. Merci, cher confrère. Il est évident que rien ne sera plus comme avant. C'est une évidence. Rien ne sera plus comme avant. Même la reprise, même si elle est effective, ne sera plus comme ce qu'on a vécu en termes d'économie, en termes du social. Donc, on va constater la reprise des classes, mais avec beaucoup de prudence, dans la mesure où le Covid-19 continue de faire des victimes. On continue de recenser des cas positifs chez nous au Bénin et hors de nos frontières. Donc il va falloir faire très attention. Je reste méfiant, prudent, et puis je voudrais souhaiter que, vivement, ceci s'en aille. Mais également, dans la reprise économique des activités où peut-être les petits bars vont rouvrir et autres, quelle lecture faites-vous du fait qu'il est déjà annoncé dans les couloirs des dispositions qui sont prises pour veiller à ce que les différents promoteurs puissent prendre des mesures pour essayer de peu d'encadrer à travers la distanciation, le port de masque qui devient obligatoire, le lavage des mains, l'installation du dispositif de lavage des mains et autres. Quelle lecture, quelle appréciation faites-vous? Je suis pessimiste, réticent à croire que cela puisse vraiment porter, dans la mesure où déjà le pseudo-confinement que nous sommes donnés n'a pas fonctionné. Le cloisonnement, on a essayé le évidemment, bien sûr, mais ça n'a pas fonctionné. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Et donc désormais, quand on va lâcher prise, permettre aux uns aux autres d'ouvrir leurs activités, je ne suis pas contre l'ouverture des activités, mais le risque que cela comporte est que on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Encore que, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, faire chose pour dire que ces policiers qui se sont vraiment illustrés tristement et honteusement il y a quelques jours en arrière, je voudrais croire que ceci ne se reproduira plus jamais. Ne se reproduira plus jamais au Bénin. La direction générale de la police républicaine a d'ailleurs pris des mesures et des sanctions ont été infligées à l'endroit de ces populations qui ont eu à effectuer ces actes qui sont totalement indignes de la police républicaine du Bénin. Justin Roussou-Sonon, la reprise des classes est prévue pour le 11 mai prochain, ainsi que la reprise des activités économiques. Père de famille également, dites-nous, comment recevez-vous cette information qui est une décision de votre gouvernement? Oui, conformément à notre constitution, c'est le gouvernement qui détermine la politique sanitaire, la politique sécuritaire et la politique d'éducation. Le gouvernement a ses raisons de prôner la reprise des cours. Mais mon inquiétude, c'est que, bon, est-ce que le coronavirus qui tue, qui fait courir les Occidentaux, est-ce que nous avions trouvé un bâton magique et déjà à partir du 11 mai, nous n'aurons plus cette persécution, cette pandémie de coronavirus au Bénin? Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je suis sûr que le gouvernement a les moyens de sa politique. L'idéal, c'est de tout mettre en place pour que les Béninois ne payent pas ce prix-là. Parce que quand on va faillir dans cette prise de décision, ce sont les Béninois qui vont payer le prix. Alors, Gilles Christidi, pour finir, dites-nous quelles sont vos impressions sur cette décision du gouvernement qui proclame, sauf changement de dernière minute, la reprise des activités économiques pour le 11 mai prochain, ainsi que la reprise des classes. Bon, je pense que ça vient à point nommé, étant donné que le monde entier presque sort du confinement. Vous voyez, en France, le déconfinement est prévu pour le 11 mai. En Espagne, en Italie,
presque dans les pays occidentaux, c'est que les gens reprennent progressivement les activités. Et ça ne vous a certainement pas échappé que le football aussi va reprendre à mi-mai aussi en Italie et dans certains pays qui ont été durement frappés par le virus. Plus que le Bénin. Oui, évidemment. J'ai cru entendre, je ne sais pas si c'était mercredi ou mardi, le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui s'adressait en direct aux députés, je l'ai suivi entièrement, et qui a prononcé une phrase que Justin Wossoussouna a prononcée tout à l'heure. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Parce qu'on ne va pas s'enfermer toute notre vie à cause du Covid-19. Même si personne ne peut décréter la fin du coronavirus pour fin mai ou pour le 11 mai, parce qu'on n'a pas un remède jusqu'à un nouvel ordre, on n'a pas un vaccin, mais on va devoir apprendre à vivre. Apprendre à vivre suppose que chacun va devoir continuer à être vigilant vis-à-vis de lui-même et des autres. C'est-à-dire se protéger et par conséquent protéger les autres. Donc, la reprise des activités scolaires, économiques, etc. pour le 11 mai, pour le Bénin, n'est pas une invention de la roue. Ça va en droite ligne avec ce qui se passe dans le monde entier. Voilà, les autres vont reprendre aussi. Et ce qu'il faut dire, et aussi là où se situent quelques interrogations, c'est le pas obligatoire de masques sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on est sûr que les apprenants vont mettre les masques? Est-ce que les enseignants vont mettre les masques en salle de cours? Déjà qu'il y a des organisations gouvernementales qui distribuent de façon gratuite. Oui, une chose est d'avoir les masques et l'autre chose c'est que ça étouffe. Vous ne pouvez pas mettre un masque pendant 4 heures d'horloge dans un amphi ou dans une salle de classe où la chaleur est ambiante. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut mener après. On verra l'opérationnalité de ça sur le terrain. Il y aura forcément des réajustements. Oui, mais il est temps que effectivement les activités reprennent petit à petit et que la vie reprenne. De souffler un peu. Merci à vous, Gilles-Christ Tchidi. Je crois et j'espère que le Bénin est une terre bénie par la nature et les mains de ses ancêtres et que le coronavirus ne fera pas de ravages au Bénin. Merci à vous, Joseph Personnagho. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche, quotidien La Dépêche, qui est un quotidien qui paraît tous les jours au Bénin dans les kiosques. Vous étiez face à Justin Wossoussono, web activiste, chroniqueur politique, très installé sur Facebook et WhatsApp. Merci à vous, Justin Wossoussono, et Gilles-Christ Tchidi, journaliste, analyste politique, qui est également en collaboration avec des sites d'information au Bénin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité. Restez connectés au www.ezatv.bj et à samedi prochain pour un autre numéro d'Info Hebdo. Néanmoins, restez connectés pour toute la semaine prochaine. Ce sera la semaine électorale où diverses émissions seront effectuées pour essayer de vous rapporter ce qui est fait par les candidats pour les prochaines élections communales et municipales prochaines. Portez-vous bien et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj et l'invité demain ce sera Paul Roupet, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent.